Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Je suis Emmanuel Dutheil, je suis le directeur de la rédaction du magazine L'Usine Nouvelle et je vous souhaite la bienvenue bien évidemment à cette table ronde dédiée à un enjeu majeur de notre époque, la décarbonation du secteur du bâtiment et plus précisément le rôle crucial des matériaux bas carbone dans cette nécessaire transition. Le secteur de la construction, désolé messieurs, est responsable d'une part significative des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Réduire son empreinte carbone est donc une priorité absolue pour atteindre les objectifs climatiques. Pour y parvenir, le choix des matériaux utilisés joue bien sûr un rôle déterminant. De nouveaux matériaux innovants, plus respectueux de l'environnement émergent et constituent de véritables leviers pour réduire l'impact carbone des bâtiments tout au long de leur cycle de vie. C'est ce qu'on va essayer de regarder en tout cas cet après-midi. On va explorer les innovations, les défis, les perspectives d'avenir liées à ces matériaux. On va essayer de comprendre comment ils peuvent accélérer la décarbonation de nos constructions. Alors je vous présente nos intervenants. Dans l'ordre, juste à côté de moi, il y a Antoine Caron, qui est sous-directeur de la qualité et du développement durable dans la construction au ministère du Logement. Nous avons juste à côté Edward Wood, qui est le directeur de la R&D et de l'innovation de Bouygues Construction. Juste après, nous avons Olivier Guise, qui est directeur exécutif du groupe Ecosem. Là, on sera du côté du ciment, mais il nous dira ça tout à l'heure beaucoup mieux. Et Michel Augereau, qui est dirigeant de la société Filiataire. Là aussi, on est sur des nouveaux matériaux de construction sur le début de la chaîne. Alors, on va commencer avec vous, si vous le voulez bien, Antoine Caron. Parlons des stratégies bas carbone dans le secteur du bâtiment. Je le disais, l'empreinte carbone du bâtiment, c'est 25% de l'empreinte carbone annuelle de la France. Quelles sont, on va être très large pour commencer, les principales actions à mener pour décarboner ce secteur à grande échelle ? Oui, bonjour à toutes et à tous déjà. Alors du coup, effectivement, le secteur du bâtiment, c'est un gros contributeur aux émissions de gaz à effet de serre. Si je résume de manière avec des chiffres arrondis, on va dire, mais les transports, c'est 30% des émissions, l'agriculture, c'est 20%, l'industrie, c'est 20%, le bâtiment, c'est 20%, et les 10 autres pourcents, c'est la production d'énergie et les déchets. Et dans les 20% de l'industrie, il y a une partie qui sert à la construction, à la fabrication de produits et matériaux pour la construction. Donc effectivement, si on tient compte à la fois des émissions directes du secteur du bâtiment et des émissions indirectes liées au processus industriel pour fabriquer des produits, des équipements de construction, on est effectivement à un quart. Et puis le bâtiment, c'est près de 45% des consommations d'énergie nationale française. Donc c'est vraiment un gros secteur. Donc qu'est-ce qu'on fait pour décarboner ? Il y a 3 moyens. Il y a réduire les consommations. Comment est-ce qu'on réduit les consommations ? En rénovant les logements. Et rénover les logements, réduire les consommations, c'est aussi, vu qu'on consomme des énergies fossiles dans les bâtiments, c'est aussi réduire la dépendance énergétique de la France vis-à-vis des énergies fossiles. C'est réduire la précarité énergétique, c'est réduire les dépenses énergétiques pour les ménages, notamment les locataires des passoires énergétiques. Donc je dirais que c'est sans regret, la rénovation énergétique. Et donc ça réduire les consommations, c'est aussi réduire les émissions de carbone. Deuxième moyen de réduire les émissions, c'est décarboner les usages énergétiques, c'est utiliser des vecteurs énergétiques décarbonés plutôt que des énergies fossiles, c'est des pompes à chaleur, c'est des réseaux de chaleur urbains décarbonés. Voilà. Et troisième moyen, c'est décarboner l'acte de construire ou de rénover lui-même. C'est-à-dire que dans la construction, on utilise des matériaux, des produits qui émettent du carbone dans le process industriel sous-jacent. Et ça, évidemment, c'est quelque chose auquel il faut s'attaquer et auquel on s'est attaqué côté pouvoir public il y a quelques années avec la mise en place d'une réglementation innovante, mais j'y reviendrai. Voilà, justement, quelles sont les priorités actuelles du gouvernement, parce qu'on n'est pas sans savoir que ça a un tout petit peu changé ces derniers jours, pour promouvoir les matériaux bas carbone ? Pas de changement de stratégie ? Parce qu'on ne vous a pas informé de ça pour le moment. Effectivement, j'ai des nouveaux ministres qui sont arrivés récemment. Donc la décarbonation du secteur du bâtiment reste un enjeu très important. Là, ce qui avait été décidé, c'était que le secteur du bâtiment, en termes d'émissions directes, devrait réduire ses émissions de 61%, enfin de plus de 60% entre 2019 et 2030. Donc vous voyez, c'est un gros contributeur à l'effort de décarbonation par rapport à l'ensemble des secteurs. Et après, les types de matériaux, je dirais que nous, au niveau des politiques publiques qu'on mène au niveau de mon ministère, on cherche à décarboner globalement l'acte de construire,
avec une approche de résultat, c'est-à-dire qu'on va dire il ne faut pas émettre plus de temps de kilogrammes de CO2 par mètre carré de construction. Et après, par contre, on va laisser une latitude forte aux industriels, aux acteurs du marché pour choisir les matériaux les plus innovants, les plus décarbonés, les meilleurs selon d'autres circonstances, enfin, sur la base de d'autres critères. Et du coup, voilà, nous, on est vraiment dans une approche de résultat. Et par ailleurs, on soutient un certain nombre de filières, évidemment, mais en tout cas, au niveau de la réglementation, on va vraiment se placer dans une approche de résultat pour justement susciter l'innovation sans micromanager, j'allais dire, les acteurs. On leur fixe un résultat global en termes d'émissions de carbone et après, ils se débrouillent pour décarboner. Mais oui, la réduction des émissions de carbone restera un enjeu fort. Alors justement, on va voir comment il se débrouille, comme vous dites. On va débuter pour ça avec Edouard Woods. Je rappelle que vous êtes directeur de la recherche et développement et de l'innovation d'un des gros promoteurs français, en l'occurrence Bouygues Construction. Quand on a préparé cette table ronde, vous m'avez dit déjà, ce qui est important, c'est de bien comprendre de quoi on parle quand on parle de matériaux bas carbone. Alors justement, je vous pose la question, est-ce que vous pouvez nous expliquer pour qu'on comprenne bien? Merci Emmanuel, bonjour à toutes et à tous. Pour moi, c'est essentiel d'avoir un langage commun, un peu comme un Nutri-Score qui permet à Madame Michu de comprendre quand elle achète une finition de sol, par exemple. On est dans quelle classe? Est-ce qu'on donne, par exemple, DPE et également un Nutri-Score environnemental? Est-ce que c'est quelque chose qui est bien ou mauvais pour l'environnement? Et déjà, quand c'est bien, c'est est-ce que c'est très bien? Est-ce que nous, on est dans le A, le B ou le C, quelque part? Donc, c'est ça qui manque. Le système est très, très complexe. On a un outil remarquable qui s'appelle base IGNES, qui est une base avec tous les F2S publiés là-dedans. Aujourd'hui, cette base de données a besoin d'être démocratisée, ouverte, pour permettre les gens de mieux utiliser cet outil qui est formidable et de pouvoir mieux comparer les matériaux les uns des autres en utilisant ce fameux Nutri-Score. Ce qui est très important dans tout ça aussi, c'est quelque part introduire un élément de coût d'opportunité, de savoir quel est l'impact systémique d'une solution versus une autre par rapport à l'environnement et sur le long terme. Très important. Très important. Alors, vous avez mentionné aussi l'importance de la mixité des matériaux d'une certaine manière. Grâce à ce Nutri-Score, on peut mixer et se dire, tiens, si je fais ce mélange-là, ce sera mieux. Où en sommes-nous aujourd'hui en termes d'intégration, notamment du béton bas carbone dans les projets de construction? Quelles sont un peu les solutions, regardons à court et puis peut-être à plus long terme, si vous le voulez bien? Dans tous les cas, le béton bas de carbone, chez Bouygues Construction, on parle plutôt de béton responsable ou béton à plus faible empreinte carbone, pour être très clair, avec un point de départ bien défini. Donc le point de départ, c'est le CM2 pour nous. On compare bien les bétons, la performance des bétons, des nouveaux bétons par rapport au CM2 et pas CM1, c'est très important. Mais par contre, on a une stratégie à trois étages fusées, étages de fusée. C'est déjà optimiser les quantités de matériaux via une conception numérique optimisée, très important, de travailler sur les modes constructifs, changer notre mode constructif. Un exemple, c'est un logement, supprimer les voiles de béton en façade, les voiles de refond et passer en solution poutre, dalle, pour permettre le remplissage avec des matériaux plus performants. Remplacer le béton par soit du bois, soit des dalles autres que de l'équerre cru. Béton, Il est plein de matériaux. Deuxième chose, c'est d'assurer une culture de mixité de matériaux, mettre le bon matériau au bon endroit. Très important de changer ce paradigme, de ne pas penser uniquement béton, mais mixité. Après, il faut absolument travailler sur l'empreinte carbone, du clinker. On travaille avec un réseau responsable, avec les producteurs de clinker responsables qui utilisent les sources d'énergie renouvelables. Et après, on rentre dans réduire le teneur de clinker dans les bétons. Donc, premier étage, c'est quand même de travailler en substitution avec les matériaux issus de la filière industrie. Je peux parler de laitier, de sang volante, par exemple. C'est les produits qui existent, qui sont déjà consommés sur le marché, mais on peut les utiliser. Chez Bouygues Construction, on voit ça plutôt comme nécessaire, première étape, mais après, ce qu'on cherche, c'est les solutions qui sont massifiables à travers le monde, avec un recours aux matériaux qui sont naturellement disponibles en filet courte, par exemple le calcaire, l'argile, les solutions comme ça qu'on peut massifier à travers le monde et également minimiser l'impact sur notre production.
D'accord, on a bien compris tout cela. Justement, en termes de solutions, Olivier Guise, vous êtes le directeur exécutif du groupe Ecosem, acteur clé dans le domaine des ciments bas carbone. Vous avez développé même un ciment particulier que vous avez appelé ACT, une innovation majeure qui vise à réduire significativement justement le taux de clinker à l'intérieur. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus et comment vous espérez bien que ça transforme en partie le secteur? Alors, merci Emmanuel et merci à tous d'être là. Alors effectivement, chez Ecosem, on fait des ciments décarbonés, mais avant de parler de ciment, je voudrais qu'on revienne sur le matériau béton dont Eddy vient de parler longuement. On parlait de 25% des émissions de carbone dans le bâtiment. Voilà, le béton, c'est à peu près 8% de ces émissions dans le monde. Voilà. Et donc, pourquoi c'est le cas? Parce que le béton, on ne peut pas s'en passer dans le monde de la construction. C'est le deuxième matériau consommé après l'eau. Et donc, c'est comme ça, en fait, qu'on a développé nos civilisations. Et cette pierre reconstituée, elle est incroyable parce qu'elle n'est pas chère. Et elle permet aux populations de vivre dans les villes et dans les campagnes. 8% des émissions dans le béton, ça vient d'où? Ça vient essentiellement, tu l'as dit, du ciment, et dans le ciment, du clinker. Donc 90% de ces émissions-là, c'est le clinker. Et le clinker, pour ceux qui ne savent pas, c'est ce matériau en fait, qui est transformé dans les cimenteries, dans les fours des cimenteries, à peu près 1450 degrés. Et en fait, on vient décarboner le calcaire, on vient décarboner la matière. Et cette émission, en fait, elle vient de cette décarbonation. Et derrière, on en fait une poudre, et cette poudre, c'est la colle dans le béton. Voilà. Et donc, il est essentiel, hein, en tout cas c'est notre conviction, d'arriver à réduire en fait ce clinker dans le ciment et dans le béton. Et c'est le premier axe, c'est l'axe majeur pour décarboner le béton. Et c'est un des métiers d'Ecosem. Maintenant, il est aussi hyper important d'avoir des solutions qui sont, et tu l'as dit, massifiables. C'est-à-dire qu'on sait déjà faire des ciments quasi sans clinker. La difficulté de ces ciments, c'est qu'on ne sait pas en fait les massifier au sens du béton courant qu'on trouve dans le bâtiment ou dans l'infrastructure, soit parce que les matériaux qu'on utilise sont pas disponibles en quantité suffisante, voilà, soit parce que la technologie est trop en rupture avec l'usage sur le chantier. Et quand on est sur le chantier, on a envie d'avoir un béton bas carbone qui se comporte comme un béton traditionnel. Voilà. Mais si on prend votre solution, justement, et comment donc, ACT, on arrive à la... Voilà. Donc ACT, ça résout ce double défi. Y compris de la massification, parce que le grand défi que vous avez maintenant, c'est quand même d'industrialiser tout cela. Exactement. Et donc, comment on industrialise ça? Donc, on a cette solution ACT. ACT, c'est 70% de baisse de l'empreinte carbone, à peu près, par rapport à ce que tu disais, les ciments courants, les CEM2. Pour massifier, il faut construire des usines. Voilà. Et donc, on a la chance d'être accompagné par la BPI pour une première usine sur Dunkerque, dont la construction démarre en ce moment. Donc ça, c'est très chouette. Et puis, il faut aussi relever le défi de la normalisation ou de la certification, en tout cas pour que ces solutions soient assurables par les acteurs de la construction. Et ça, c'est un point compliqué? Ça, c'est un point très compliqué. On va y revenir après. Vous avez l'impression que tout le monde avance suffisamment vite ensemble pour... C'est quelque chose qui nécessite d'avoir le consensus, hein, notamment en France, mais pas qu'en France, aussi à l'extérieur. Alors pour ACT, on a la chance d'avoir déjà une reconnaissance au niveau européen qui s'appelle l'évaluation technique environnementale qu'on a obtenue l'année dernière et qui nous aide en fait à lancer ce dispositif. Mais ça, c'est pour le ciment. Et derrière, il faut la certification pour le béton. Et donc, on travaille par exemple avec des organismes comme le CSTB en France, le Centre scientifique et technique du bâtiment, qui nous permettent ça. Mais au-delà de ça, il faut aussi de l'aide en termes de financement. On parlait de la BPI. Il faut de l'aide sur la commande publique. 50% des bétons, hein, c'est la commande publique. Voilà. Puis un peu des groupes privés aussi à côté de vous. Et puis, il y a les groupes privés qui construisent et qui sont là pour montrer que la technologie fonctionne, montrer qu'on peut la mettre en œuvre. Alors, on poursuit avec vous, Michel Augereau. Vous êtes le dirigeant de la société Filiataire. Vous proposez une solution novatrice également qui vise à valoriser les terres issues des chantiers pour justement, alors je vais dire un mauvais mot, mais pour recycler tout ça et pour en produire à partir de cela des matériaux bas carbone. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment Filiataire transforme justement ces terres excavées des chantiers en matériaux et comment ça réduit l'impact derrière?
Très bien, bonjour à tous. Alors, collez bien le micro à votre bouche comme si c'était une glace. Oui, Voilà, exactement. donc, bonjour à tous, merci Emmanuel de cette question. Donc, notre technique, effectivement, c'est d'utiliser les matériaux des blés de terrassement, d'excavation, pour pouvoir les transformer en matériaux. Alors, mon voisin parlait tout à l'heure des liants, puisqu'il s'occupe de liants. Nous, on va dire qu'on s'occupe sur un sujet très important aussi, qui sont les granulats, parce que les granulats sont effectivement manquants quand même de plus en plus dans le futur. Hein. Tout le monde a entendu parler des problèmes de sable qui manquent, etc. Donc notre ressource, en fait, c'est un déchet qu'on a partout autour de nous, c'est-à-dire les terres, ces monticules de terre de terrassement qui sont extraits des chantiers. Voilà, l'idée est partie de là, chez Filiataire. Ça fait 25 ans qu'on travaille sur le sujet. On n'est pas nouveau sur le thème. On a fait beaucoup de R&D, beaucoup de réalisations. Donc aujourd'hui, on est en phase vraiment d'industrialiser pour développer sur le territoire cette méthode. Comment on fait? On a mis au point des machines qui sont des machines mobiles. Parce qu'en fait, nos matériaux sont forcément lourds, volumineux, ils doivent être transportés de partout. Là, vous voyez tous ces camions qui passent, etc. Donc, quand on fait des chantiers, il y a des milliers de mètres cubes, de tonnes de matériaux qui sont évacués dans les décharges. On est sur ce sujet-là et on a besoin... c'est pas pour ça qu'on la a machine, pas... elle produit sur place, Voilà, mais elle après, produit vous pouvez sur place. transporter malgré Oui, tout bien sûr. En fait, la machine. on a en fait deux modèles. On a un modèle qui peut être un modèle uniquement sur chantier. Le tout, c'est que les machines sont mobiles déplaçables pour plusieurs raisons. Mais déjà, une raison, c'est pouvoir faire ce modèle vraiment original qui est de se déplacer sur le site du chantier. On peut parler même de multi-chantier, parce qu'aujourd'hui, il y a des très gros projets d'aménagement. Aujourd'hui, il faut quand même construire. Hein. Le problème, il est là. On rénove, bien sûr, mais il faut construire, aménager. Donc, c'est très pratique. C'est une fois qu'on a, par exemple, détruit une tour d'immeuble et hop, vous êtes sur place Alors, pour tout recréer. Là, vous parlez des blés issus des démolitions. Oui. Ça, c'est déjà assez bien recyclé, fait, oui. Tout à fait. Nous, on traite surtout les terres argileuses qui représentent vraiment des déchets qui sont très peu recyclables dans le monde du bâtiment. Hein. Même, on s'en sert un peu pour faire des jardins, pour faire du paysage, pour remodeler les paysages, mais avec les quantités qu'il y a, on peut pas, il y en a trop. Voilà, donc le sujet là, nos machines viennent, alors quels sont nos matériaux? On fait des briques, des blocs, des gros blocs. En fait, on est parti sur des multi-produits. Bon, bien sûr, aujourd'hui, on a plusieurs, mais on va développer ça pour pouvoir recycler au maximum sur place et faire des pans de murs, des blocs et des briques, voire du béton des fois de site avec des matériaux, parce que souvent on a la chance de trouver des matériaux granulaires. Donc voilà. Donc, et du coup, est-ce que vous avez quantifié, j'imagine, la réduction d'émissions de CO2 que ça permet d'avoir? Parce que c'est quand même ça ce qui est hyper intéressant dans votre solution. Alors bien sûr. Alors d'abord, il est évident qu'on est sur une démarche très frugale. C'est-à-dire qu'on va étudier au maximum comment on peut abaisser le bilan carbone, parce qu'on fait quand même... On produit quand même un bilan carbone avec nos machines quand même, mais c'est assez réduit. Les matériaux sont gratuits et enfin ça c'est économique, mais on va dire Et vos machines, elles fonctionnent à quoi? Elles sont électriques? Elles sont électriques. On peut les brancher sur les réseaux électriques quand les chantiers sont connectés. Sinon, on a des groupes électrogènes qui nous permettent de fonctionner. Mais on a travaillé beaucoup sur l'énergie des machines aussi. Ah oui, parce que si c'est des machines qui arrivent avec du gazole, c'est pas très intéressant. On a travaillé justement là-dessus. C'est un sujet très important. Voilà. Et donc au niveau du carbone, comment on quantifie? Si vous voulez, déjà, on a des fiches FDES dont parlait tout à l'heure Edouard. C'est-à-dire, les sigles, souvent, c'est pas toujours... Oui, parce qu'essayez de ne pas trop rentrer non plus dans des sigles que seuls vous quatre arriverez à comprendre. Ça, c'est fiches déclaratives environnementales et sanitaires. C'est-à-dire qu'en fait, on calcule l'impact carbone en fait, de tout matériau ou de tout produit de construction. C'est vrai que l'image du Nutri-Score, là, je pense... Donc, on a mis au point un configurateur interne qui nous permet, comme nos matériaux sont variables en fonction de leur chimie ou de leur fabrication, mais on va pouvoir avoir notre fiche à chaque fois sur chaque chantier. Voilà. On va poursuivre avec vous, Antoine Caron, parce que parmi les réglementations, alors moi-même je dis qu'il ne faut pas utiliser trop de sigles, mais celui-ci commence quand même à être connu, la RE 2020 ou la RE 2020 est souvent cité comme un facteur clé dans la décarbonation du bâtiment. Quelles sont un peu les améliorations envisagées pour favoriser justement davantage l'utilisation des matériaux bas carbone dans les projets de construction avec cette RE 2020?
Oui, alors déjà la RE 2020, donc c'est la première réglementation qui porte donc sur les constructions neuves de bâtiments, pas sur les rénovations, mais sur les constructions neuves, qui a intégré des enjeux autres que la performance énergétique. La première réglementation thermique, elle date des années 70, suite au premier choc pétrolier. L'idée, c'était de réduire les consommations énergétiques des bâtiments, et il y en a eu très régulièrement tous les 5-10 ans depuis. Et là, la RE 2020, c'est la première fois, donc comme son nom ne l'indique pas, elle est entrée en vigueur en 2022, et c'est la première fois qu'on prend en compte non seulement la performance énergétique, donc on réglemente, c'est-à-dire qu'il faut atteindre un certain niveau de performance, mais également la performance carbone, à la fois, j'y reviendrai, ce qu'on appelle l'analyse en cycle de vie, donc toute la durée de vie du bâtiment et notamment la construction au début de la vie du bâtiment, et également les émissions de carbone en exploitation. Et puis, troisième point que la RE 2020 réglemente, c'est le confort d'été. On s'est rendu compte que, y compris dans des constructions relativement récentes des réglementations thermiques précédentes, le niveau de performance du confort d'été n'était pas toujours très très élevé. Et donc, on a souhaité, dans le contexte du réchauffement climatique et des vagues de chaleur qui vont malheureusement s'intensifier et se régulariser, voilà, que les bâtiments neufs soient mieux adaptés au confort d'été. Donc, on a déjà été sur une réglementation ambitieuse. On a été plus loin que ce que le cadre européen nous imposait de faire, très clairement. On est d'ailleurs, soit dit en passant, je pense qu'il faut quand même qu'on se le dise quand c'est le cas, une des réglementations en Europe, voire même dans le monde, les plus ambitieuses sur ces sujets, notamment performance carbone. Alors parfois, certains pourraient vous dire, à être ambitieux, parfois on bloque un peu trop le marché et ça devient inatteignable. Donc alors, ça crée et des c'est pour contraintes. ça, et c'est pour Mais ça est-ce que justement vous avez l'impression qu'elle est bien, vous n'allez pas me dire l'inverse en même temps, mais qu'elle est Bah, si je bien pourrais, équilibrée au regard de ce que le marché est capable d'absorber? Parce qu'il y a quand même ce défi, il faut qu'on continue de construire, quoi. Alors, on a fait une réglementation progressive, c'est-à-dire qu'on a dit en 2022 les premiers seuils, on a mis des seuils relativement faciles à atteindre, ou en tout cas qui n'étaient pas complètement, enfin qui ne bouleversaient pas complètement ce qui se faisait déjà au moment où c'est rentré en vigueur. Et puis après, on a donné de la visibilité aux acteurs en disant en 2025 ça va augmenter à ce niveau-là, en 2028 à ce niveau-là, et en 2031 à ce niveau-là. Donc on a donné beaucoup de visibilité. Là, il y a le premier jalon de renforcement qui arrive en 2025 dans quelques mois. On a mis un décret en consultation la semaine dernière qui vise à adapter les exigences 2025, mais en conservant l'ambition. On a juste fait des adaptations assez marginales, j'ai envie de dire, pour des cas spécifiques qui posaient un peu des difficultés. Mais l'ambition du jalon, en termes de renforcement, notamment sur ce qu'on appelle l'analyse en cycle de vie, c'est-à-dire les émissions de carbone du bâtiment sur tout son cycle de vie, cette ambition-là est conservée. Et après, on continuera. On a fait un grand retour d'expérience en début d'année avec les acteurs pour voir comment ça s'était passé sur le premier jalon et pour voir si la marge d'après était franchissable dans des conditions satisfaisantes. Et on fera pareil, évidemment, pour les jalons ultérieurs. Mais donc, c'est une démarche collaborative, une démarche, alors même si à la fin, c'est quand même le gouvernement qui édicte les règles, qui s'impose pour le coup, c'est pas de l'incitatif, c'est vraiment du réglementaire, ça s'impose à toutes les constructions neuves. Mais on a beaucoup concerté et on a été dans une démarche progressive, encore une fois, pour donner de la visibilité, avec encore une fois des exigences de performance, de résultats. Et ensuite, on laisse les acteurs. Et ça a été relativement bien. J'allais dire, ça a été un peu co-construit aussi. C'est peut-être une des raisons de la réussite de ce projet. C'est-à-dire que vous n'êtes pas arrivé en disant c'est comme ça et puis c'est nous qui avons raison et vous avez tort. Tout à fait. On a mis en place un label, donc une expérimentation finalement qui s'appelait le label E+C- dans les années 2010. Et qui nous a permis de construire un certain nombre de bâtiments et de faire des tests finalement avec un nombre de bâtiments relativement conséquent et de manière à se créer aussi les outils. Permettant de savoir permettant de mesurer la performance carbone notamment et puis le confort d'été. Et ensuite, sur la base de ces outils, on a défini une réglementation qui, au niveau des premiers jalons, en tout cas, est plutôt bien acceptée, j'ai l'impression, globalement par la filière, même si, évidemment, il faut quand même pas nier qu'il y a des enjeux sur les coûts de construction. Bien sûr, mais on va y revenir parce que bien évidemment, c'est important. Dans un contexte particulièrement compliqué quand même pour le secteur de la construction. Effectivement. On va poursuivre avec vous, Edouard Hotz, justement sur les défis économiques et techniques. Quels sont les principaux défis que vous rencontrez aujourd'hui pour intégrer ces matériaux bas carbone dans des projets complexes comme les grandes infrastructures, tout en respectant un peu ce que disait là Antoine, parce que malgré tout, c'est quand même un peu le nerf de la guerre, tout en respectant vos contraintes de performance et de coût? Emmanuel, déjà, première chose, Antoine, cette réglementation RE 2020 que j'ai vécue à la fois en maîtrise d'ouvrage et maintenant côté constructeur, le fonctionnement par cliquet, voilà, c'est un outil remarquable de conduite de changement. C'est que ça doit être vraiment bien fait là.
Les seuils sont atteignables. Il faut accepter qu'il y ait des changements. Il faut accepter qu'on peut optimiser les choses différemment et les seuils deviennent atteignables. C'est un peu comme le BBC, le bâtiment en basse consommation 2005, quand le concept est sorti, le ciel allait tomber parce que le changement était tellement majeur. Finalement, le marché s'est adapté à cette réglementation et tout le monde a avancé ensemble. Donc, 100% d'accord avec vos propos. Revenons sur cette notion de complexité, projet complexe, quels sont les freins. Premièrement, ce n'est pas une question de complexité d'ouvrage. D'ailleurs, c'est le petit immeuble de logement, 25 logements, dont le pompe à quelque part, qui pose plus de problèmes parce que les marges sont tellement réduites, il n'y a pas de moyens de faire quelque chose. Donc, c'est tous les projets qui sont concernés, à la fois en travaux publics et en bâtiment. Et après, vu de la fenêtre du constructeur, on se rend compte qu'on n'est pas seul dans la chaîne de valeur. Pour moi, tu commences avec le maître d'ouvrage avec des convictions qui dit, moi, ce projet-là, on va atteindre quel seuil ou quel niveau de performance dans le Nutri-Score, et il commence à mobiliser une maîtrise d'œuvre qui est capable de répondre à cette exigence. Il se met d'accord également avec son assureur en amont sur un projet démonstrateur, et il fait avancer tout ça, il pré-embarque la performance environnementale dans la conception et la prescription, très important, parce que le constructeur, on peut proposer des variantes. On a des voies de conseil pré-contractuelles, on va proposer des variantes, mais c'est très très difficile si le performance environnementale n'est pas pré-embarqué en amont. Vous travaillez bien évidemment avec des partenaires pour innover dans ce domaine du côté de Bouygues Construction. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ces collaborations et comment elles accélèrent l'adoption de ces matériaux plus durables? C'est ça qui est important aussi. Il n'y a pas que du bas carbone, il y a de la durabilité. Tout à fait. Ce qui est très important, c'est mon titre, c'est directeur R&D et innovation. C'est le choix qui est pris chez Bouygues Construction de merger les deux. C'est-à-dire qu'on peut faire de la recherche et du développement en amont, mais par contre, il faut absolument qu'on innove. Il faut qu'on bouge le marché. Donc, on ne fait pas que rêver, il faut que ce soit applicatif. C'est ça que vous voulez dire? C'est pas simplement une question de on recherche pour nous sommes dans un labo, on utilisé. cherche quelque chose. Il faut absolument qu'on emmène des solutions concrètes au business pour changer le modèle. Donc, chez nous, on a 3 types d'innovation. La première innovation, c'est à l'issue de nos propres recherches et développement. Donc, on a des équipes qui font de la recherche et développement en interne. On a également notre innovation ouverte. On s'appuie sur la recherche et développement de nos partenaires. Et troisième, c'est notre innovation participative. On s'appuie sur les bonnes idées de nos collaborateurs à travers le monde. Donc, c'est dans le cadre de l'innovation ouverte. On travaille avec les sociétés comme Ecosem, les sociétés qui sont visionnaires, responsables, qui ont envie de bouger le marché. Et notre rôle en tant que constructeur, c'est de faciliter l'adoption de ces solutions et pousser avec nos maîtres d'ouvrage et le maîtrise d'œuvre pour déployer ces solutions nouvelles. Olivier Guise, on va poursuivre avec vous. On va regarder peut-être maintenant l'impact global et la compétitivité de ces matériaux bas carbone, parce que je pense que c'est un des points importants. Comment on peut accélérer l'adoption de ces matériaux nouveaux par les acteurs traditionnels de la construction, Olivier? Alors, il faut réunir les intérêts de l'écosystème. Tu parlais de l'écosystème, on ne travaille pas seul, on est un bout de la chaîne de valeur, et donc les intérêts de l'écosystème doivent être préservés. Donc il y a un premier point qui est effectivement réglementaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a la chance en France d'avoir une réglementation, en tout cas sur le bâtiment, la RE 2020, qui tracte. Elle tracte vers le haut, elle tracte vers la transformation, elle tracte vers l'innovation, et elle nous force, avec ces paliers, à changer. Et effectivement, les premiers paliers ont introduit peu de changements. Aujourd'hui, on voit les acteurs de la construction qui sont obligés de faire en interne leur propre révolution pour être capables de répondre au cahier des charges. Voilà. Il faut inclure, disséminer cette demande pour les bétons bas carbone dans les cahiers des charges, ce qu'on appelle les CCTP dans le jargon, et avec des mentions chiffrées. Ça veut dire qu'il ne faut pas juste avoir une ambition de dire on va faire du bas carbone, mais il faut dire quelle est notre ambition. Et tu parlais du Nutri-Score. Le Nutri-Score permet de positionner les aliments, là, les denrées alimentaires, sur une échelle. On n'a pas ça de façon précise dans le béton. C'est certainement quelque chose sur lequel il faut que la filière travaille pour qu'on sache se comparer. Parce que très peu, finalement, à part les experts, savent ce qu'est un béton bas carbone de ce qu'un béton plus standard. Voilà.
L'ADEME commence à développer un truc qui s'appelle comme votre ciment, ACT aussi, une méthode justement sur l'utilisation d'une norme qu'ils essayent de mettre en place. Il y a Il effectivement paraît que c'est pas trop mal, en tout cas voilà, selon l'ADEME. il y a des expérimentations. Je ne vais pas me prononcer sur acte de Vous l'ADEME. n'avez pas l'air bien trop sûr. Je pense qu'il faut quelque chose d'ultra simple. Il faut quelque chose d'ultra simple et ça veut dire qu'il faut, il faut se mettre d'accord au niveau de la profession sur c'est quoi la référence et puis comment on améliore en pourcentage. Mais justement, comment vous évaluez aujourd'hui la compétitivité économique de ces matériaux bas carbone par rapport aux matériaux conventionnels, notamment en termes de coûts? Alors, on parlait, il faut la polyvalence, il faut des solutions Massif Lab, ça c'est critique. Et de l'autre côté, il faut être à ISO coût. Nous, on ne croit pas, en tout cas moi je ne crois pas chez Ecosem, à ce qu'on appelle le green premium. C'est-à-dire construire bas carbone, toujours plus cher. Il faut que construire bas carbone, ça soit compétitif. Et si c'est compétitif, alors on a l'élan de l'industrie, l'élan du marché, l'élan de nos clients pour lancer la transition. Mais si on prend l'exemple par exemple du ciment ACT, il est aussi au même prix qu'un ciment traditionnel. Parce que j'imagine que si on se compare par exemple au secteur pharmaceutique, il faut bien financer le coût de l'innovation, il faut bien financer le coût du développement de cette nouvelle usine que vous n'auriez sûrement pas fait si vous n'aviez pas fait cette innovation. Tout ça, ça a un coût malgré tout. Faut bien, vous n'êtes pas du tout des philanthropes. Donc, alors on n'est pas des philanthropes. Toute l'industrie a besoin d'investir. Nous y compris, effectivement, il faut financer ces usines. C'est pour ça aussi qu'on va chercher des financements publics pour aider à faire cette transition. Mais notre matériau ACT, on utilise du calcaire, c'est un matériau local disponible. On utilise du laitier de haut fourneau, c'est un matériau qui est produit sur nos sites par un de nos partenaires qui s'appelle ArcelorMittal, Aciriste. Et puis on utilise du clinker, qui est produit aujourd'hui même localement par les cimentiers. Et donc, quand vous avez une technologie qui utilise des matériaux locaux, qui réduit en fait le besoin énergétique, c'est-à-dire on ne chauffe plus, on ne passe plus par le four, dans les faits, vous êtes sur déjà pas mal une de zones de innovation coût, qui est extrêmement compétitive. Et puis après, on a travaillé, je crois que tu le disais, Eddy, on a travaillé à respecter les modes constructifs. C'est-à-dire que notre ciment, il va dans le même silo que le ciment traditionnel, dans la même centrale à béton ou dans la même usine de préfabrication béton, qui ira dans le même chantier, dans la même banche, en respectant les temps de production, parce que c'est pas le tout de dire j'ai un ciment compétitif ou un béton compétitif. Il faut que le temps de mise en œuvre soit respecté pour qu'il n'y ait pas de surcoût non plus sur le chantier. Bien sûr. Voilà. Michel Augeron, on va poursuivre avec vous sur cette question, puisque entre la réglementation dont on vient de parler, la demande du marché qu'on vient de voir avec Edouard, pensez-vous que le secteur est aujourd'hui mûr, au regard de la vigie que vous êtes, pour une adoption massive des matériaux bas carbone? Écoutez, moi je pense franchement qu'il est mûr. J'ai surtout vu l'évolution, puisque je suis ancien quand même sur le sujet, et j'ai vu vraiment une évolution incroyable, et je dirais particulièrement depuis ces 2-3 dernières années. Ça s'est monté crescendo. Donc aujourd'hui, tout le monde, je dirais, veut faire ça. Nous-mêmes, on est appelés par de plus en plus d'architectes, de promoteurs, etc., qui veulent passer par nos solutions. Voilà. Donc franchement, la réponse est oui. Moi, je pense que le sujet maintenant, c'est que le secteur, comme ces messieurs disaient, soit à la hauteur. Je dirais, il faut maintenant y aller, et puis il faut y aller sérieusement, avec des preuves, avec des moyens. Il faut que le secteur soit à la hauteur, c'est qu'il faut que les donneurs d'ordre soient à la hauteur et fassent confiance. Les donneurs d'ordre, je pense qu'ils le veulent, ils le souhaitent aujourd'hui. Ils y sont un peu contraints. Je dirais merci, messieurs, de mettre des règles, parce que c'est grâce à ça qu'ils sont contraints, en fait. Sinon, ils ne le feraient pas forcément. Après, je vois quand même un changement aussi au niveau humain. Je discutais hier avec un promoteur sur un salon SIPCA, où il y avait beaucoup de gens, qui me disait que lui, il avait envie de le faire
parce qu'il sentait que c'était son devoir de le faire. Donc nous, moi, je dirais ce sujet, je me suis fixé cette mission il y a très longtemps. Donc j'avoue qu'aujourd'hui, les gens commencent à entendre ce message dans leur propre qualité je dirais, d'être humain, quoi. Voilà. On le disait tout à l'heure, hein, vous êtes un acteur spécialisé dans la valorisation des matériaux issus des chantiers. Comment vous évaluez le potentiel de recyclage des matériaux dans la construction pour aller encore un peu plus loin? Parce que même si vous le dites, vous êtes un vieux de la vieille, ça fait 25 ans, mais c'est encore complètement marginal la récupération. Bien sûr, bien sûr. Quel est le potentiel à long terme? Le potentiel, je pense qu'il est infini. En fait, on a des gisements qui sont, je dirais, infinis. Voilà, quand on va sur ce type de ressources, en fait, on n'a pas de problème d'économie de ressources parce qu'en fait, on en a trop, en fait. Donc, moi, je dirais, donc ça, c'est sur notre sujet. Hein. Après, sur les autres sujets, c'est peut-être différent, mais je pense que le gros du travail, après, c'est sur la R&D. Chacun dans ses spécialités, dans ses produits, doit vraiment essayer d'optimiser de manière vraiment profonde et sincère, parce qu'en fait, il faut être hyper chercheur en fait sur le sujet. Il faut aller loin, il faut se remettre en cause, et il faut soi-même en fait se dire là, on est trop haut encore pour telle raison, et trouver des solutions. Je pense là, avec ce package maîtrise d'ouvrage, donneur d'ordre, acteurs du bâtiment qui le veulent, et l'ensemble de la société, on va y arriver. Eh ben super, on va continuer justement à voir ça sur le soutien, comme vous dites, à l'innovation et à l'accélération de ces solutions bas carbone avec vous, Antoine Caron. Hein, comment la direction de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages soutient-elle l'innovation en matériaux de bas carbone dans la construction? Je dirais qu'on a deux leviers à notre disposition. C'est la réglementation, c'est des démarches un peu prescriptives, et puis c'est l'incitatif. Et donc la réglementation dont on a parlé pas mal, la réglementation environnementale 2020, je pense que c'est quand même la mesure principale qui doit conduire, donner l'objectif, donner l'horizon à toute une filière ou à toutes les filières. Il y a aussi une question d'exemplarité de l'État. Je ne sais pas si c'est une mesure que vous connaissez, mais dans la loi climat-résilience de 2021, il est indiqué qu'à l'horizon 2030, au titre de la commande publique, donc pour l'État ou les collectivités qui font des commandes publiques de construction de bâtiments, et ben dans 25% de leurs projets, ils doivent avoir recours à des matériaux bas carbone ou biosourcés. Donc ça, c'est aussi, quelque part, ça peut aussi permettre de tirer une filière, de susciter des innovations. C'est le fait que l'État, au sens large, dans la commande publique, est une obligation de recourir à des matériaux décarbonés ou biosourcés. Et quels sont un peu les freins identifiés quand même aujourd'hui à cette massification? Elles ont été utilisées plusieurs fois de ces matériaux, et comment justement le gouvernement peut-il aider pour aller au-delà de ces freins? Alors, je dirais qu'il y a quand même malgré tout potentiellement un petit surcoût à l'utilisation de matériaux bas carbone ou biosourcés, qui n'est pas forcément très significatif par rapport à l'inflation que malheureusement le secteur a connue depuis quelques années, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui peut venir en plus. Aussi, ce que je n'ai pas dit sur les surcoûts quand même, c'est qu'en fait, là on parle des coûts de construction, mais avec la réglementation environnementale 2020, on va économiser de l'énergie sur tout le cycle de vie du bâtiment, donc c'est aussi des dépenses énergétiques économisées. Disait Olivier, ne serait-ce que pour la... Et c'est aussi du contenu des émissions de carbone économisées. Alors, sans parler de mettre une valeur au carbone, on est quand même sur des gains environnementaux très forts qu'il ne faut pas négliger. Voilà. Et sinon, les autres freins pour des filières peut-être de plus petite taille, ça peut être que pour pouvoir être mis sur le marché, les matériaux doivent démontrer finalement leur performance en matière de sinistralité vis-à-vis des assureurs. Et c'est assez logique quelque part. Enfin, je veux dire, les assureurs, quand ils assurent une construction, ils maîtrisent leurs risques. Et c'est ça qu'on attend d'eux quelque part. Enfin, c'est assez logique. Et du coup, ils doivent démontrer leur... Et vu qu'on parlait tout à l'heure pas mal d'innovation, vous avez l'impression que justement ce secteur de l'assurance prend son risque parce que eux aussi en... Non, pourquoi vous rigolez? Pas assez? Ah bah, dites-nous, Michel, alors.
Aujourd'hui, franchement, les assureurs, nous, on est assurés par un gros assureur français qui s'appelle la SMABTP, qui est le plus Quel gros gros national. assureur du Voilà. bâtiment. Franchement, ils sont à fond, hein, ils s'intéressent à tout, ils sont volontaires, ils nous accompagnent, et nous, on les fait participer aussi dans nos analyses de risque. Enfin, ils nous le demandent bien sûr, mais disons qu'on les fait participer même en amont dans nos avis techniques, parce qu'on fait des avis techniques bien évidemment, hein, parce qu'on n'a pas parlé tout à l'heure, mais je dirais, on est obligé de construire aujourd'hui avec des avis techniques. Et donc les assureurs, ils sont présents. Alors bien sûr, ils craignent quand même les effets d'aller trop vite ou d'aller sur des gens qui n'ont pas assez pris le recul ou pris conscience qu'on rigole pas dans le bâtiment, quoi. Et puis qu'on a changé aussi de méthode d'habiter et de vivre un bâtiment et qu'on Et peut qu'on pas doit imaginer un monde à plus de 4 degrés Et oui, qui puis on peut pose pas quelques petits problèmes pour le monde du et puis bâtiment. on peut pas se permettre de repeindre la façade tous les 2 ans comme on pouvait le faire dans Bien le sûr. passé, quoi. Mais donc, vous vouliez dire, vous avez l'impression que les assureurs prennent leurs Oui, risques oui. en la matière et Franchement, soutiennent l'innovation. Oui, oui. Edouard Mais- Woods, vous vouliez apporter quelque chose peut-être, Antoine? Non, non, mais juste qu'effectivement, les assureurs, enfin, mon propos n'était pas du tout de dire que les assureurs étaient un frein, c'est normal, ils maîtrisent leurs risques et on a notamment le Centre scientifique et technique du bâtiment, qui est un établissement public sous la tutelle de mon ministère, qui développe des avis techniques, qui développe des appréciations techniques expérimentales qui permettent justement à ces matériaux innovants, à ces filières émergentes, de mettre sur le marché dans des conditions qui satisfont aux assureurs ces matériaux. Après, c'est pas gratuit ces avis techniques, mais c'est aussi là-dessus qu'on essaye parfois d'accompagner certaines filières. Justement, regardons là encore dans le détail avec vous, Edouard Woods. Quelles sont les principales innovations intégrées dans vos projets récents en matière de matériaux bas carbone? Parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de béton, de ciment, mais on pourrait aller beaucoup plus large entre le chanvre, le lin, beaucoup de choses, des bois de nouvelle génération. Enfin bon, c'est très large quand on parle de matériaux bas carbone aujourd'hui. Tout à fait, Emmanuel. Donc, le cœur de métier de Bouygues, historique, c'est le béton. Donc, le béton, pour moi, ne va pas disparaître demain. On va toujours avoir besoin de matériaux qu'on peut modeler, façonner sur place avec des caractéristiques absolument splendides, mécaniques, acoustiques, feu. Donc, ce matériau va rester. C'est pour ça que chez Bouygues Construction, on parle de béton responsable. Donc, c'est l'empreinte carbone, c'est le sable, c'est la consommation d'eau. C'est une vision holistique du sujet. Mais par contre, pour maîtriser les nouvelles expertises qu'on avait besoin, on a quand même créé des filiales. J'en cite 2. WeWood, qui peut-être vous connaissez, qui est notre filiale spécialisée en bois et mixité de matériaux, qui était créée. C'est une entité qui nous a aidé à conduire le changement en interne. Et après, on a créé Senio, quand même, une entité qui est spécialisée dans l'économie circulaire, le réemploi de matériaux avec des plateformes numériques et physiques pour capter ces matériaux en réemploi. Donc ça, c'est nouveau pour... Un peu comme Filiateur, mais je crois que vous faites plutôt les moquettes et ce genre de choses. Vous Bah, récupérez quand un bâtiment tout ce qui est éléments de façade, tout ce qui est porte, tout ce qu'on peut passer en réemploi. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est une expertise qu'on n'avait pas il y a quelques années. Donc, Bouygues Construction a créé ces entités spécialisées. Quelques références, donc sans trop rentrer dans les détails, Emmanuel. Donc, j'ai sorti 3 références pour moi qui sont très très parlants. C'est déjà le centre aquatique et son franchissement. Ce qu'on parle de 1200 tonnes de matériaux biosourcés. C'est pas neutre. Je crois que tout le monde connaît cet ouvrage. Une petite opération à Angers qui s'appelle le Jardin de la Madeleine, qui est une restructuration d'un immeuble. Et la déconstruction a été faite pour justement assurer une logique d'économie circulaire. 48 matériaux différents déposés, 14,6 tonnes passées en réemploi. C'est pas neutre. 145 mètres carrés de dalles de faux plafond déposées et réemployées dans un chantier voisin de Bouygues Construction. Et finalement, 4,5 tonnes de panneaux de façade réemploi sur notre opération. Donc, ça montre une variété de projets. Et le dernier, pour revenir sur le béton, j'en suis désolé, Riviera Tower Athènes, en Grèce, qui est le plus haut immeuble de grande hauteur, ça va être construit en béton responsable. Donc, 3 références qui montrent quand même la polyvalence de Bouygues Construction en la matière. Vous le disiez, vous avez une filiale aujourd'hui sur le bois, vous avez une filiale sur l'économie circulaire. Je citais d'autres matériaux bas carbone ou en tout cas plus naturels qui peuvent être utilisés. Quelles sont un peu les pistes prometteuses pour des matériaux peut-être plus innovants, plus écologiques encore, que vous voyez poindre du côté de chez Bouygues Construction?
Nous avons un portefeuille de produits potentiels hein, dans notre feuille de route recherche, développement, innovation. Donc, beaucoup de matériaux. L'avenir est très promettant, je peux vous rassurer. Mais je voulais simplement donner un petit clin d'œil à la pierre naturelle, qui est quand même pour moi une solution qui a beaucoup de potentiel. Et dans ma précédente vie comme directeur de l'ingénierie de Bouygues Immobilier, j'avais une cellule de veille prospective et les travaux étaient publiés en open source. Donc regardez mon profil LinkedIn, vous allez retrouver des papiers très poussés, beaucoup de recherches sur la pertinence de la pierre de taille dans le milieu construction. On poursuit avec vous, Olivier Guise, mais je voudrais revenir peut-être un petit peu sur la réglementation. Comment vous voyez l'évolution de la réglementation autour des matériaux bas carbone et leur adoption dans le secteur du bâtiment? Parce que c'est intéressant ce que disait Michel, c'est bien gentil d'innover et tout, mais il faut les certifier et il faut réussir à les faire entrer dans la chaîne de valeur. Et si je prends un parallèle par exemple avec l'hydrogène, on voit bien qu'on a lancé à peu près tout ce qui est possible et qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'offres, mais il n'y a pas beaucoup de demandes, quoi. L'évolution de la réglementation, c'est le défi auquel on fait tous face. On aimerait que ça aille plus vite parce qu'on a les solutions. On a des solutions qui sont en partie massifiables et qui répondent aux enjeux de la décarbonation. Et c'est un obstacle sérieux, c'est un obstacle qu'on rencontre en France, mais pas que, hein, dans tous les pays dans lesquels on travaille. En France, on a une avance technologique sur un certain nombre de produits. C'est vrai pour Act, mais c'est vrai pour ce que tu fais. C'est vrai pour d'autres sujets que vous poussez chez Bouygues. Et on aimerait bien que cette réglementation avance plus vite en France pour qu'on conserve cette avance. Voilà. Il n'y a pas de compromis sur la sécurité. C'est-à-dire qu'on fait des matériaux pour les structures, pour les bâtiments, et donc on ne peut pas faire de compromis là-dessus. Et on ne peut pas non plus faire de compromis sur la performance. La durabilité des matériaux, nos bâtiments doivent être là dans 10, 20, 30, 40, 50 ans. Voilà. Donc l'enjeu, il n'est pas là. Ce n'est pas parce qu'on va vite qu'on fait des compromis sur la sécurité et sur la performance. Et je pense que c'est important de le dire parce que souvent on nous oppose ça. Il y a des outils. On a parlé du CSTB, les avis techniques expérimentaux. On passe tous par là. Voilà. C'est très cher. C'est très long. Aujourd'hui, le CSTB est un outil formidable, mais il est débordé de demandes, on le sait. Vous êtes en train de renforcer, je crois, le personnel pour absorber ça. Et donc, il y a l'enjeu que la réglementation bouge plus vite. Et la réglementation, c'est quoi? C'est la norme, en fait. Hein. Pour nous, c'est la norme ciment. On appelle la EN 196 ou 197. Et puis la EN 206, qui est celle du béton. Voilà. Et donc pour changer celle-là, en France, il y a des initiatives, il y a des groupes d'expertise en fait qu'on appelle Solutions bas carbone. Ça fait 2 ans et demi qu'on se réunit, on a fixé l'ambition, voilà, et aujourd'hui, on a entre guillemets l'envie et on n'arrive pas à franchir le dernier pas. Et l'intégration dans la norme. Voilà, donc comment on fait en sorte que tous ces travaux aboutissent? Et ces travaux, on bâtit des dossiers techniques extrêmement complexes, solides, avec beaucoup de data. C'est très chronophage quand même aujourd'hui. C'est chronophage, c'est nos laboratoires qui travaillent là-dessus au lieu de travailler sur la mise en œuvre des matériaux dans la construction. Voilà, donc on a tout ce qu'il faut pour y arriver. Il faut qu'il y ait une ambition collective, hein, parce que la norme, c'est le consensus qui l'emporte. C'est pas Ecosem qui décide. Et vous avez besoin de ça, parce que vous le disiez tout à l'heure, que ni l'État, dit Antoine. Ni l'État. Mais voilà. Vous avez besoin de ça parce que vous avez besoin d'une visibilité sur le très long terme. Quand on décide d'installer un nouvel outil industriel, en tout cas de développer votre usine à Dunkerque, on ne fait pas ça pour les 6 prochains mois qui arrivent, quoi. Alors vous avez bien raison. Donc on lance cette première usine parce qu'on a une certitude sur notamment les avis techniques qu'on aura en début d'année prochaine et qui vont nous permettre d'ouvrir à peu près 80% de l'utilisation de nos solutions dans le bâtiment. Mais à Dunkerque, cette première ligne, elle va être disponible courant 2026. Donc elle va alimenter avec ces solutions le Nord, l'Île-de-France, un petit peu l'export, parce qu'on exporte aussi vers l'Angleterre notamment et la Belgique. Mais si on veut être impactant, si on veut pouvoir lancer la deuxième usine, la troisième, en PACA, en Île-de-France ou ailleurs, effectivement, la norme est un vecteur fondamental et nécessaire. Mais quel est le calendrier un peu de ces futures usines? Là, vous disiez 2025, donc l'année prochaine pour celle de Dunkerque.
Vous avez déjà en tête une sorte de, oui, obligatoirement, vous avez une sorte de business plan de montée Voilà. en puissance. Alors, on a un plan qui consiste à rendre compatible à la production de actes toutes nos usines. On en a 4 aujourd'hui, 2 en France, une aux Pays-Bas et une à Dublin. Et on alimente l'Angleterre à travers ces sites. Donc ça, c'est un plan qui est entre maintenant et 2028 à peu près. Au fur et à mesure qu'on débloque les enjeux normatifs et puis les enjeux aussi d'approvisionnement, parce que pour faire tout ça, il faut des matériaux, et donc il faut que ces matériaux soient disponibles localement. Voilà. Et donc on travaille là-dessus. Et notre enjeu pour nous, c'est à 2030, si nos technologies sont adoptées, on sait décarboner de l'ordre de 50% de l'industrie cimentière. Et donc, Voilà. ça sera Et donc il majeur. n'y a pas de temps à perdre. Est-ce que vous êtes du coup aussi aidé par le fait que le gouvernement impose une décarbonation également de ces sites très polluants, puisque quand on regarde, sites très émetteurs, pardon, quand on regarde la liste des 50 sites les plus émetteurs en France, il y a beaucoup de cimentiers à l'intérieur, et ils ont besoin de solutions de long terme pour avancer et investir dans de nouvelles technologies, et notamment on pense à la captation carbone qui va être a priori pour eux utile, et pour vous en l'occurrence. Alors j'ai passé une grande partie de ma carrière de l'autre côté, chez les industriels cimentiers plutôt historiques, que je connais bien. Oui, l'industrie du ciment est embarquée dans une aventure hors norme. Elle n'a jamais eu un défi aussi fort que celui de la décarbonation. L'enjeu, c'est la vitesse, parce qu'il y a des ambitions à 2030, et c'est la neutralité carbone au plus tard à 2050. Et pour ça, ça veut dire que toutes les usines doivent se transformer. Et donc, on voit apparaître des projets de décarbonation, des projets de captation, etc. C'est beaucoup d'investissements. Et l'industrie aujourd'hui, ce qu'on lui demande, en tout cas nous, acteurs de cette industrie, qui n'avons pas de four, on essaye de montrer la voie avec de la technologie qui est, on pense, plus économique, plus facile à mettre en œuvre, parce qu'on sait produire actes dans toutes les cimenteries du monde. Voilà. Il suffit de le décider. Alors, un de mes métiers, au-delà de transformer nos usines, c'est de faire en sorte que nos technologies soient disponibles sous forme de licence pour l'industrie. C'est-à-dire que les industriels qui n'auraient pas le savoir-faire, qui n'auraient pas cette compétence-là, on va leur apporter pour qu'ils puissent faire leur transition carbone avec des solutions type ACT qu'on sait implémenter chez eux. Voilà. Ce qui est un point effectivement important. Michel Augereau, revenons peut-être sur la question également du coût de la production de ces matériaux bas carbone. Hein. Typiquement chez vous, est-ce que vous avez réussi à peu près, comme ce qu'expliquait Olivier, en disant en enlevant d'autres coûts qu'on n'a pas sur acte, on n'est pas si loin que ça du prix d'un ciment normal? Comment ça se passe pour vous? Pour nous, en fait, on est quand même dans une phase d'industrialisation naissante. On a déjà des machines, mais ce n'est pas les machines futures qui sont prévues dans notre fameux projet Firmataire qui est soutenu par BPI en première usine. Notre projet de première usine, c'est de faire en fait un déploiement de nos unités de production partout sur le territoire le plus vite possible. À commencer par 3 qui serait sur l'axe sud de Marseille-Lyon-Paris, pour pouvoir avoir des sites où il y a de gros besoins. Pour revenir sur le coût, forcément, c'est la masse. Cécile, vous en aurez besoin de combien d'après vous à terme, si tout va bien? À terme, il en faut une par région. Une par région, voire 2, et après la demande peut progresser. L'idée, c'est une petite vingtaine, ça vous paraît, voilà, pour mailler le territoire français. Ce qui est bien, c'est que c'est progressif. Donc, du coup, notre investissement, il est progressif par rapport à la demande. Donc ça, c'est assez sympa sur le plan économique, parce que du coup, on arrive à... Oui, sauf qu'on sait tous qu'une usine, il faut a priori pas 3 jours pour la construire, donc voilà. c'est un progressif Oui, qu'il faut prévoir. C'est ça, il faut le prévoir, mais disons que c'est vraiment à la portée d'une boîte qui se développe sur un sujet très important qui est le nôtre. Si on revient sur la question du coût. Alors le coût, aujourd'hui, on peut dire que nos produits, on a des produits qui arrivent à être concurrentiels aujourd'hui, avec n'importe quel, quand on est plutôt sur des bétons, parce que comme on fait des bétons et des blocs comprimés, effectivement les produits n'ont pas le même prix, puisque les machines n'ont pas la même complexité, on va dire, et le temps aussi de les fabriquer. Donc aujourd'hui, on est plutôt sur ce sujet-là, on est déjà comparable. Sur le sujet des blocs, on est globalement aujourd'hui sur un marché qui se situe sur la
Pierre massive, tu parlais de la pierre massive, donc on est là-dessus, la pierre massive de carrière découpée qui est arrivée à des prix assez bas déjà aujourd'hui, on est pareil que ça, et on est pareil que du béton matricé qui a une esthétique, on va dire. Donc on est plus cher qu'un béton classique, mais on a aussi, combien? on a, je dirais, une quinzaine de pourcents. Je dirais, je connais pas bien les différences entre les deux bétons, mais je dirais c'est à peu près ça. Sachant qu'aujourd'hui, on a quand même pas non plus le même produit en face de nous. C'est-à-dire qu'en fait, nous, on a un produit noble. En fait, on crée de la pierre avec de la terre de décharge. Donc, quand vous avez ce produit, vous ne pouvez pas le comparer à un mur de béton brut, je dirais, qui va être recouvert d'enduit, d'isolant, etc. Donc, il faut faire attention aussi. Qu'est-ce qu'on compare? Comment on compare ça? Mais vous pensez que ce prix, vous allez pouvoir le compresser Ah, une bien fois sûr. que vous allez Ah, bien justement... sûr. On va le compresser et du coup, ardemment. vous pouvez gagner ces 15 points sans trop de Je soucis? pense qu'on deviendra moins cher dans pas très longtemps, parce que les coûts de construction... Pas très longtemps, ça Pas veut très dire. longtemps, c'est, je dirais, 5 ans. D'accord. Voilà, dans un délai assez court finalement, puisque le coût de construction ne fait qu'augmenter par les ressources, les granulats, les aciers sont de plus en plus chers. Donc si on arrive, si vous voulez, disons, à réduire nos coûts de massivité par rapport à la massivité, on pourrait être moins cher, parce que nos produits sont gratuits, nos ressources sont gratuites, n'oublions pas. Oui, pas vos produits, une fois que vous les Non, vendez à la fin. nos Votre ressource est gratuite. Nos ressources sont gratuites, voilà. Voilà. Donc, Sinon, vous risquez d'avoir quelques contrats à signer là. Donc franchement, l'économie pour nous c'est hyper important, bien évidemment. Hein, on n'y arrive pas sinon. Et le delta n'est pas si difficile à franchir pour arriver vraiment à être concurrentiel pleinement, quoi. Est-ce que dans la logique où vous récupérez de la matière pour en produire une autre, vous prévoyez de récupérer votre propre matière? Oui. Est-ce que vous prévoyez tout le cycle Oui, de bien vie? sûr, bien sûr. Comment Absolument. vous avez travaillé là-dessus? Tout à fait. On a travaillé là-dessus, effectivement, c'est tout à fait possible. Le béton armé même est aujourd'hui super bien recyclé. On le fera de la même façon en concassant. On n'aura même pas le problème de l'acier qu'a le béton armé aujourd'hui. Donc en fait, le cycle est infini. On pourra recréer nos blocs et après on peut aussi utiliser des blocs déjà sans forcément les reconcasser. Parce qu'en fait, l'histoire nous montre qu'on a toujours bâti la ville sur la ville. Tout ça va permettre de gagner encore en efficacité économique. Exactement. On n'est pas obligé d'avoir des blocs qui sont complètement rendus en poussière quand on les démolit. On poursuit avec vous, Antoine. Derrière tout cela et de tout ce dont on est en train de parler, on le voit là avec Michel, se cache bien sûr la question du prix. Peut-on continuer à avoir ce double défi, construire en masse tout en maintenant des prix abordables, en décarbonant, en ayant de la durabilité et en faisant gaffe à la matière, en pas trop puiser? C'est sympa comme défi. Hein. C'est un beau défi. Je dirais d'abord que sur les coûts de la construction, c'est en grande partie quand même exogène à l'ambition environnementale qu'on met sur les constructions neuves. C'est-à-dire qu'il y a quand même le coût des matières premières, le coût des produits, c'est quand même aussi des marchés mondiaux. Hein, mais mes voisins de droite ne me contrediront pas, je pense. Et le fait qu'on mette en place des réglementations ambitieuses dans le sens de faire des produits plus verts, enfin verts, ça ne veut pas dire grand-chose, mais moins carbonés, plus durables, etc. Ça crée peut-être un petit surcoût, mais aussi qui est à relativiser d'une part par rapport au surcoût qui peut exister par ailleurs, même si ce n'est pas un argument entièrement satisfaisant, je l'entends bien, et surtout par rapport qui est proportionné aux avantages environnementaux qu'on peut retirer de cette réglementation. Quand on sait qu'elle peut faire économiser, par exemple, plusieurs térawattheures chaque année de consommation énergétique. Donc plusieurs térawattheures chaque année, c'est aussi beaucoup d'économies pour la société de manière large. Alors c'est sûr que ceux qui construisent ne voient pas forcément les économies qui seront faites sur la durée de vie du bâtiment, mais par contre ceux qui achètent, et de manière générale pour la société, on peut quand même avoir un raisonnement un peu plus large. Et après sur les coûts, je dirais que les prix ne sont pas administrés. Hein. On n'est pas dans une économie où les prix sont administrés, heureusement. Et du coup, nous, on peut fixer des objectifs en matière de performance environnementale. Et ce qu'on peut faire, c'est monitorer, suivre l'évolution des coûts sur la base de ce qu'on fait. Et puis, si à un moment donné, on voit que les surcoûts sont vraiment trop forts, tirer les conséquences qui s'imposent. Mais on n'est pas, évidemment, c'est difficile pour nous de savoir précisément ou de prévoir très, très, très précisément, même si on fait des études, l'évolution des prix.
Comment réussir à... Parce que là, on a plutôt des acteurs vertueux, hein, c'est pour ça qu'ils ont été choisis, en tout cas qui font de réels efforts pour essayer de décarboner le monde de la construction. Si on regarde l'ensemble du secteur, Antoine, comment essayer justement d'embarquer tout le monde? Est-ce que vous avez l'impression que tout le monde aujourd'hui a bien intégré cette importance des matériaux bas carbone, au-delà même, j'ai envie de dire, de la réglementation? Est-ce que tout le monde va à la même vitesse? Moi, ça fait 3 ans à peu près que je suis sur ce poste à la DHUP, au ministère de la Construction. J'ai quand même, moi, mon sentiment pour échanger de manière hebdomadaire avec la filière un peu dans sa diversité, les maîtres d'ouvrage, les constructeurs, les bureaux d'études, les architectes, etc., c'est quand même qu'on a une filière globalement engagée. On a une filière globalement plutôt bienveillante, on va dire, par rapport aux évolutions réglementaires qu'on a mises en place. Après, oui, il faut suivre les conséquences de ce qu'on fait, c'est une évidence, mais je trouve quand même la filière de la construction assez bienveillante par rapport aux enjeux climatiques et puis accompagnant aussi la volonté du gouvernement d'améliorer les choses de ce point de vue. Edward Woods, on le voit, hein, c'est un mouvement historique. On n'est jamais allé aussi vite pour transformer le secteur du bâtiment. Je pense qu'il faut peut-être s'arrêter avec vous un moment sur la question de la formation et de la sensibilisation de vos maîtres d'ouvrage, par exemple. Comment vous travaillez avec eux pour leur faire découvrir tous ces nouveaux produits, les rassurer sur le fait qu'il n'y aura pas plus de fissures avec le ciment Act que le ciment d'un autre? Comment vous travaillez sur la formation de vos équipes? Il y a deux types de marchés. Pour nous, c'est les marchés en conception-construction, où on est très présent en amont. Donc, on peut participer à l'acte de conception. On peut conseiller le maître d'ouvrage en amont par rapport au choix de matériaux, le choix de mode constructif et tout ça. Mais également, c'est le marché construction où on est consulté avec un dossier de consultation qui est ficelé en amont. On peut tenter, proposer quelques variantes qui sont soit acceptées ou pas. Donc, tout dépend du modèle contractuel. Mais dans tous les cas, ce qu'on essaie de faire, c'est de montrer que nous sommes une société de conviction forte. Nous avons une trajectoire de décarbonisation qui est validée par le SBTi, qui est publiée. Et on se tient, on pousse les sujets, on fait la communication nécessaire en amont pour sensibiliser nos clients. Mais par contre, il faut qu'on reste dans le cadre de nos marchés, soit conception, construction ou simplement construction. Mais est-ce que parfois, il faut un peu convaincre en interne? Les gens vous disent, bon, c'est bon, là, continuons comme on a fait, et ça carbone pas trop, et puis ça nous coûtera moins cher, et puis au moins, on sait faire, quoi. En interne chez vous, construction? Bah oui. J'imagine que quand même, il y a quelques réticences. Mais j'imagine qu'il faut un peu évangéliser quand même de temps en temps. Quelle est la cause racine de la résistance au changement? C'est que tout le monde est câblé dans leur plan. Tout le monde doit faire leur plan. Tout le monde doit faire leur plan avec leur méthode qu'ils maîtrisent. Ils s'engagent dans ce plan. Donc, c'est le prise de risque. C'est le prise de risque. Et à mon avis, la seule manière d'assurer ce changement, qui est quand même profonde, c'est de faire bloc. C'est un travail collectif, c'est une prise de risque collective. Je ne parle pas de déployer les problématiques systémiques, hein. C'est toute une maîtrise via les normes et tout ça qui doivent protéger ça. Mais on doit travailler communément ensemble pour faire progresser le métier. Pour faire progresser et du coup pour faire transformer durablement ce secteur dans les prochaines années. Absolument. Absolument. Je crois qu'on a tout ce qui... Le mot innovation est très, très parlant parce que on apporte des nouvelles solutions qui sont massifiables, qui sont différenciantes. Et c'est via ce biais-là, l'innovation, qu'on pousse le sujet. Olivier, votre sentiment justement sur la capacité du secteur à accélérer dans cette transition? Alors, on dit souvent que le BTP est conservateur. C'est un de mes collègues qui me dit ça souvent. En fait, c'est vrai et c'est faux. La réalité, c'est que on est face à une chaîne de valeur qui est complexe. Ça, c'est vrai, c'est ce qui caractérise notre secteur. Il faut mobiliser les acteurs, c'est ce qu'on fait. Hein. Quand on parle aujourd'hui de ça, je pense qu'on participe de cet effort. Moi, je suis convaincu qu'en fait, beaucoup de choses se situent au niveau de la demande. Et donc, comment on fait en sorte d'avoir une demande forte de transition vers le bas carbone? C'est ça, faut aller, si je reprends le mot d'évangélisation, il faut aller voir tous les donneurs d'ordre pour leur dire voilà ce qu'on fait, voilà les résultats, voilà. Et donc ça, c'est le rôle de ce qu'on appelle les prescripteurs, c'est le rôle des promoteurs. C'est aussi le rôle, on était aujourd'hui avec la direction des achats de l'État, c'est aussi le rôle de la commande publique, en général. C'est-à-dire de montrer la voie,
sur ces sujets-là, en disant Qui ça, va pas mal changer, on le parce que force, comme le disait voilà. Antoine, ils donc- vont intégrer des obligations nouvelles. Et donc cette transition, elle est en cours. Nous, on la mesure, elle s'accélère. Ça, c'est vraiment quelque chose que moi, je ressens, que je confirme. Voilà. Et en même temps, elle a besoin de s'accompagner du soutien financier. Alors nous, on a la chance d'être soutenu par la BPI sur un petit morceau de nos investissements. C'est pas suffisant. Ça veut dire que il faut aller beaucoup plus loin dans la capacité à soutenir. Il y a les fonds publics, mais il y a aussi les banques, les financeurs, en fait, ont leur rôle à jouer. Et aujourd'hui, on a beaucoup de banques qui disent moi, je n'investis plus, je prête plus d'argent sur des projets qui ne sont pas décarbonés. Voilà. Y compris par exemple sur Act, ça va pas assez loin pour eux ou justement Alors, là ça au répond... contraire, on a plus facilement accès sur des Oui, ça investissements comme rentre Act du coup comme... au financement des banques qui nous voient comme un financement vert ou un financement décarboné. Et donc, au contraire, on a des conditions qui s'améliorent. Voilà. Et donc ça, c'est pour ça que ça a du bien aussi d'être sur ces sujets de décarbonation, parce que finalement, la décarbonation, c'est une opportunité pour plein de nouveaux Mais business. de ce que vous dites, c'est une opportunité et une obligation. Vous êtes Exactement. contraint. Dans tous les cas, quitte à être contraint, vaut mieux être le premier. Comme ça, on a plus de chances de bénéficier ne serait-ce que des subventions. Et puis on parlait des normes. Voilà, la norme qui arrive en synchronisation avec tout ça, c'est le clé du succès. On va en arriver bientôt à vos questions, donc préparez-les, mais on va terminer cette table ronde avec vous, Michel Augereau. Quand on a préparé cette table ronde, vous m'avez dit, bon, si on doit tout résumer, dans tous les cas, le matériau le moins carboné, c'est quand même celui qu'on ne produit pas et qu'on n'utilise pas. Ah, moi j'ai dit ça, Ouais. d'accord. C'est bizarre. C'est ça la clé. Oui, c'est vrai, c'est comme l'énergie, c'est pareil. Bon, là, en l'occurrence, je disais n'importe quoi, parce qu'en fait, on a besoin de construire, je dirais, de rénover. Donc, à partir du moment où on touche à une fabrication de matière, on va carboner forcément. Le tout, c'est il faut carboner le moins possible et travailler vraiment à ça. Donc voilà, je dirais le sujet est là. Maintenant, je ne sais pas quel était l'objet d'une autre question que vous aviez par rapport à ça, mais Non, mais l'idée, c'est effectivement de voir comment le réemploi des matériaux va jouer un rôle capital Alors, dans voilà. cette logique et dans cette stratégie. Alors ça, c'est important, et ça, par contre, je l'ai oublié tout à l'heure de vous le dire quand on a démarré les premières questions. C'est vrai qu'on oublie, on parle beaucoup de carbone, on a parlé de ça aujourd'hui, c'était le titre de notre... On a essayé de respecter le thème de la table ronde. Exactement. Mais il y a d'autres sujets qui sont vachement importants, qui sont ces fameux recyclages, en fait. Parce que à partir du moment où les ressources ne sont pas, sont des déchets et elles représentent vraiment un problème pour la société, parce qu'il faut les évacuer, il faut les traiter, etc. Là, on n'est plus dans le carbone, on est dans autre chose, mais c'est aussi très important. Voilà. Donc c'est vrai que effectivement, dans la décarbonation, on va dire que, enfin dans le sujet vraiment de votre question première, le carbone, bon, c'est super important, mais les autres thèmes, les transports, la réduction des transports, utiliser c'est tout un écosystème voilà, qu'il faut l'économie créer. circulaire aujourd'hui dont tout le monde parle, il faut l'appliquer aussi au bâtiment, et c'est vraiment ça ce qu'on fait. Nous, c'est notre idée principale, quoi. Alors, bravo déjà à vous quatre. On peut peut-être vous applaudir déjà pour cela. La première question est toujours la plus... Oh ben voilà, il n'y avait pas besoin. Si vous pouvez juste vous présenter, dire éventuellement de quelle société ou pourquoi vous prenez la parole et dire à qui vous avez envie de la poser en tant que telle. Très bien. Je suis François Germer, donc le président de la société Perma Énergie. On est une start-up et notre mission, c'est d'acheter des exploitations agricoles pour y faire pousser sur une partie seulement de la surface du bambou, de manière à protéger les cultures des canicules grâce à la fraîcheur et à l'humidité qui vient du bambou. Je précise que ce sont des bambous géants qui font à peu près 15 cm de diamètre et 20 mètres de haut. Et ce sont des matériaux qui ont plein de propriétés. On peut en faire des granulés bois pour faire du chauffage, mais aussi ils ont une dureté et une résistance extraordinaire. Donc ma question, elle est un petit peu à vous quatre.
Est-ce que vous avez, par exemple, envisagé de remplacer la ferraille par du bambou dans le béton armé? Je sais que ça s'est fait en Asie, ça marche. Les maisons ne s'écroulent pas. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait être envisageable en Europe? Et si oui, Mais parce que à votre quel bambou, terme? du coup, si on ne l'utilise pas en Europe, vous allez le vendre où? Vous ne va pas repartir en Asie en étant produit en France. On fera autre chose. Oui. On Alors, fera des meubles, ne vous inquiétez pas pour ça. Edward. C'est François. 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 Plusieurs sujets quand même. Le bambou, je le suis depuis des années. Je suis un peu fan. C'est un peu comme le pain qui est vraiment en cycle court. Hein, ça pousse très très vite. Donc déjà, matériau splendide. Vous avez évoqué également la résilience climatique, très très important, la notion de fraîcheur. Oui, on en regarde le bambou pour le béton. Le seul problème avec le béton, c'est ça craint l'eau. Voilà, l'humidité. Donc, il y a des moyens de retravailler. Je vous donne juste un exemple. On travaille avec une start-up qui s'appelle Voodoo, qui augmente le bois. Ils ont inventé un procédé pour augmenter les caractéristiques mécaniques. Ça veut dire quoi pour augmenter? Ça veut dire, par exemple, que le bois prenne moins l'eau et résiste mieux à d'améliorer l'eau. la résistance mécanique, d'améliorer la résistance feu, prolonger la longévité du bois avec des procédés assez poussés. Donc, je suis convaincu que déjà, le bambou, c'est un matériau absolument splendide avec des propriétés magnifiques, mais par contre, il y a des contraintes, c'est notamment l'eau. Donc, pour moi, je vois une opportunité de travailler via cette notion d'augmentation des caractéristiques pour assurer la réussite de cette solution. Donc, pour avoir une matière la plus sèche possible. Plus sèche qui et résiste pérenne, le mieux à l'eau. qui résiste à l'eau et qui est pérenne. Quelqu'un voulait ajouter, Oui, je Michel? voulais juste ajouter quelque chose par rapport à ça. Nous, on a beaucoup travaillé au départ sur les constructions anciennes en zone sismique. On a puisé de l'inspiration beaucoup dans le bâti ancien. Et on a trouvé dans des vieux bâtiments des bambous ou des roseaux qui servaient de chaînage. Et donc, à mon sens, il n'y a aucun souci. Ça se travaille. Ça se travaille. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, monsieur. Alors, on va vous passer également le micro. Si vous pouvez faire le même exercice, vous présenter. Et... Oui. Donc Alain, je suis pas dans le domaine, je suis plutôt en transition vers les énergies nouvelles. Voilà. Néanmoins, Ce qui est un peu le sujet, parce que sans énergie nouvelle, il n'y aura pas de béton exactement. Et donc ma décarboné. question porte sur le bas carbone. Ce week-end, j'étais dans le Haut-Poitou et il y avait l'usine à côté de chez moi qui était en train d'être refactorisée et j'ai vu qu'ils allaient capturer le carbone. Donc c'est intéressant parce que voilà, c'est mieux. Mais est-ce que ça fait partie? Elle peut être classée en fait, juste le fait qu'elle capture le carbone comme une unité de production bas carbone. Ça, c'est la première question. Et la deuxième, je pense que même si vous en notez une grosse partie, ce sujet va se poser aussi pour vos usines à venir. Mais voilà. C'était une usine de ciment, l'usine dont vous parlez? Ciment. Parce que selon le rapport du GIEC et selon le président de la République, alors, effectivement, il y a des beaux projets en France de captage de carbone sur des cimenteries. La France, avec quelques autres pays européens, a des projets qui sont à la pointe. La conviction qu'on a chez Ecosem, c'est qu'avant de capter le carbone du ciment, utilisons moins de clinker, qui est ce fameux matériau là, qui sort des fours et qui est la principale source de l'émission. Donc, nous, on met tout notre effort là-dessus. Après, nos produits, Act en particulier, conservent une part de clinker, parce que le clinker, ça reste un matériau extrêmement intéressant. Moi, j'en ai fait ça pendant 20 ans presque dans ma carrière, et donc c'est un matériau qui est industriel, qui a plein de caractéristiques nobles. C'est ça qui donne une partie de la résistance au béton, une partie de sa durabilité, donc on n'est pas là pour forcément complètement l'exclure. Maintenant, cette partie résiduelle, oui, quand on fait du clinker, vous avez 2/3 de l'émission qui est liée à la chimie. On vient décarboner le calcaire. Et donc, la seule façon qui existe pour que ce carbone ne parte pas aux petits oiseaux, c'est il faut le capter. Et derrière, il faudra certainement le stocker ou le réutiliser pour faire autre chose. Voilà. Donc ça répond à la première question. La deuxième question, c'est vrai que quand on construit des usines, on se carbone. Voilà. Et donc nous, c'est une des grandes difficultés qu'on a. Par exemple, quand on va demander du financement, on n'émet pas de carbone comme l'industrie classique du ciment.
Et donc, on n'est pas considéré comme prioritaire pour obtenir les financements. Par exemple, dans la loi industrie verte, vous ne rentrez pas dedans pour le crédit impôt vert. La capture carbone obtient beaucoup plus de financement que, par exemple, des solutions comme les nôtres. Et donc, il y a un travail à faire là-dessus, parce que nous, on se carbone, mais on décarbone l'industrie. Voilà. Et donc, oui, c'est important. Et pour autant, on fait attention aux technologies qu'on utilise, pour que ce soit des technologies qui soient un maximum décarbonées. Typiquement, toutes nos technologies sont à base d'électricité. Et donc, on a la chance en France d'être dans un pays où l'électricité est très bas carbone. Voilà, et donc, on peut aller chercher ce bénéfice. Edouard veut dire quelque chose et après, on prendra une dernière question de la salle. Juste pour compléter, tout ce qui est captation carbone, carbon mixing, carbon cure et tout ça, c'est très très important, je l'avais mentionné, c'est le coût d'opportunité. Il faut avoir une vision systémique de toutes ces solutions pour assurer que la solution, elle est bien pertinente. C'est ça, parce que le GIEC est quand même un peu critique sur le captage de carbone. Il dit que ce n'est qu'une solution temporaire qui ne peut pas être utilisée pour toutes les industries. Donc, c'est le conseil que je vous donne, c'est le coût d'opportunité, il faut absolument le regarder. C'est très cher. L'industrie du ciment, l'industrie française, France Ciment, qui est le représentant, le syndicat, explique que ça, en termes d'énergie, c'est 4 fois plus d'énergie quand on fait du ciment décarboné par la captation. Donc c'est un coût majeur pour la suite. Quoi. On va prendre une dernière question. Ah, il y a encore la question là-bas au fond. Donc je parle avant. Ah bah c'est vous qui avez le micro, c'est vous qui avez le pouvoir. Jérôme Lescure, Néophore, je suis fabricant de bois. Donc il y a un matériau pas mal en termes de carbone, de construction. Et ma question, et elle est pour vous quatre, est-ce que vous pensez qu'on pourrait penser en collaboration plutôt qu'en concurrence ? Parce que clairement, la RE 2020, il faut quand même le répéter, elle a été vigoureusement attaquée par nos camarades du métal, par nos camarades du béton. Et je pense que la solution viendra de cette mixité et d'une intelligence collective. Je ne sais pas comment l'État peut y penser, mais je pense que les notions de filière sont assez enfermantes aujourd'hui et je ne sais pas ce qu'il faudrait trouver, mais je pense qu'il y a quelque chose à trouver. Alors, si les quatre doivent répondre, vous êtes tous d'accord. Bon, alors à vous, Antoine. Vous allez porter la parole au nom de l'État. Non, enfin, plutôt une réflexion. Nous, on n'a pas du tout conçu la R20 pour opposer les filières les unes avec les autres. C'est vraiment pas ça qu'on a souhaité. Il y a eu, au moment où on a concerté, effectivement, des positions qui ont pu être exprimées. Maintenant, j'ai l'impression que tout le monde a un peu quand même pris le pli. Mais voilà, on a, encore une fois, je le répète une nouvelle fois, mais on a fixé des objectifs de performance. On n'a pas dit il faut mettre du bois dans toutes les constructions. On n'a pas dit voilà. Et l'idée, c'était qu'on puisse inciter à l'usage mixte, la mixité des matériaux dans la construction, et dans tous les cas décarboner toutes les filières qui souhaitent continuer à fournir des produits, des matériaux dans les constructions neuves. Mais enfin, en tout cas, on n'a jamais été côté État dans une logique d'affrontement de filières, ça c'est clair. Et moi, je peux vous dire que tout le monde s'accorde à dire que la mixité, c'est vraiment une belle solution. Donc, moi, je pense que le bois ne doit pas être opposé. Puis on a bien réussi la mixité sur scène, vous le voyez. On a essayé, mais on n'y est vraiment pas arrivé. Allez, dernière question. Bonsoir à tous. Merci pour votre présentation très riche en instructions et connaissances. C'est Xavier, je suis ingénieur designer éco-sensible. Et qui dit bâtiment dit matière première. Et j'ai envie de parler du sable, qu'on peut appeler l'or blanc. Qu'est-ce que c'est pour vous 2030, 2050 sans sable, si jamais, parce qu'aucune ressource est infinie. Et est-ce que vous avez fait un peu de design prospectif, design fiction dans vos entreprises respectives? Merci. Alors peut-être Edouard et puis après... C'est bon ? Ok. Xavier, très bonne question. Donc les fines, c'est un vrai sujet. Quand même, le sable, c'est 10 000 ans pour laisser la nature créer une graine de sable. Et donc 75% des plages
recule aujourd'hui parce qu'on est en train de tout pomper. Les rivières, même la mafia s'est mise sur le marché parce que c'est tellement rentable. On prend du sable, on l'exporte vers un pays qui a besoin du sable et c'est très grand marché. Mais le problème avec ça, c'est pas inépuisable quand même. Et donc, attention, donc c'est pour ça qu'on regarde sérieusement les sujets de substitution de fines. Hein, donc, ça peut être même le sable de désert. Le seul problème, c'est pas le même type de graines de sable. Mais ces sujets-là, c'est les sujets... on est sur le carbone, on sort les solutions qui sont aujourd'hui massifiables, très longues pour traiter le volet carbone. Il reste les fines et il reste l'eau aussi. Alors, à vous Olivier à côté, et puis on terminera avec Michel. Ouais, alors moi, dans un de mes métiers de mon passé, j'étais responsable de carrière. Et donc le sable, c'est un vrai sujet. Aujourd'hui, une grosse majorité du sable, si on prend la France, est un sable dit de carrière où on vient concasser la matière. Hein. On extrait la roche qui est là, le calcaire principalement, et on la concasse, soit sous forme de cailloux, ce qu'on appelle le granulat, soit on va jusqu'au sable. Et puis, quand on fait du ciment, on va jusque la concasser en poudre. Voilà. Et donc, il y a eu un gros travail de fait pour arrêter de pomper dans les rivières ou dans la mer et de travailler sur des ressources dites de carrière de roches massives. Et donc ça, c'est ce qu'on voit beaucoup en Europe. La réalité de la ressource, le calcaire, c'est un peu comme l'argile, c'est un peu comme la terre. En fait, quand on regarde au niveau de la planète, les ressources sont infinies. Donc on pourrait dire, allons-y, quoi. Non, moi je pense qu'il faut être raisonnable. C'est pas parce qu'il y en a beaucoup qu'il faut en utiliser plus que nécessaire. Donc la juste utilisation du sable. Maintenant, c'est vrai que quand on fait du béton, le béton c'est du sable, des gravillons, à peu près 2 tonnes, hein, et puis pour faire 1 mètre cube, et puis il y a 300 kilos de ciment. Voilà. Tu parlais de l'eau, moi je vais conclure là-dessus aussi. L'eau c'est critique. On met aussi beaucoup d'eau dans le béton, et les solutions bas carbone, comme ACT, c'est aussi des solutions qui réduisent considérablement le besoin d'eau. Voilà. Et donc on fait des bétons avec moins d'eau. Donc ça c'est le cherry on the cake, comme disent les Anglais. Le plan il faut, eau, de toute façon, oblige aussi tous les industriels à aller chercher sur le moindre rejet. Voilà. Et donc l'eau, c'est notre défi parallèle. Voilà. On conclut là-dessus, ou est-ce que quelqu'un veut absolument poser une dernière question? Non. Et bien voilà, on conclut là-dessus. Merci. Très belle conclusion. Merci Antoine Caron, merci Édouard Loud, merci Olivier Guise et merci Michel Augereau.